Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et cette semaine, ce sera avec Arthur Berda, l'éditorialiste politique du Figaro, que je salue bien bas. Arthur, bonjour. Bonjour Bernard. Arthur, vous nous parlez ce matin, alors j'adore moi ce genre d'histoire, d'un déjeuner secret qui aurait eu lieu entre un conseiller, d'ailleurs pourquoi on met un conditionnel, qui a eu lieu entre un conseiller d'Emmanuel Macron et Marion Maréchal Le Pen. Oui Bernard, le conditionnel c'est parce que ce déjeuner, il n'est plus secret, c'est pour ça. Et donc ce rendez-vous qui a eu lieu mi-octobre, le 14 précisément, à une époque où les restaurants étaient encore ouvert. C'était bien. Et ce déjeuner, personne n'en avait jamais entendu parler jusqu'à hier et la publication d'un article par le journal Le Monde. On y apprend donc que Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, a discrètement retrouvé Marion Maréchal dans une brasserie près de Montparnasse, à Paris, et que l'ancien journaliste a profité de cet entretien pour sonder à titre personnel, dit-il, l'ancienne députée FN. Le problème, c'est que, comme le disait François Mitterrand en son temps, un président de la République, ça n'a pas de cabinet, et qu'Emmanuel Macron s'est donc immédiatement retrouvé associé à cette rencontre par ses opposants, d'abord principalement à gauche, mais pas seulement. Sa propre majorité est elle aussi montée au créneau pour pousser des cris d'orfraie. Et qu'est-ce que tout ce beau monde lui reproche exactement ? Eh bien, il y en a pour tous les goûts. Il y a ceux qui exhument les vidéos de Jacques Chirac, qui considèrent qu'on ne débat ni qu'on ne discute pas avec le Front National. C'est le cas du vice-président LREM de l'Assemblée, Hugues Rançon. Il y a celles qui exigent que l'on combatte clairement et collectivement Marion Maréchal et, je cite, toute sa clique. C'est le cas de la cofondatrice d'En Marche, Astrid Panosyan. Et puis, il y a tous ceux qui ne disent rien publiquement, mais qui, hors micro, n'en pensent pas moins. Et ça, c'est le cas des Mormons, vous savez, la petite bande d'hommes de l'ombre qui a aidé Emmanuel Macron à accéder au pouvoir en 2017 et qui gravite désormais hors de l'Élysée. Et tous ces gens, à défaut d'être d'accord avec eux, on peut au moins essayer de les comprendre parce qu'ils se sentent aujourd'hui trahis par leur champion, Emmanuel Macron, qui avait lui-même fait du Front National l'ennemi public numéro 1 durant sa campagne, allant jusqu'à ressusciter le slogan des révolutionnaires espagnols, « No pasarán », ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas. Et donc, selon vous, ça signifie qu'Emmanuel Macron, depuis, a changé d'avis? Eh bien, disons que sur la forme, il considère toujours que la vie politique s'est restructurée autour du clivage entre les progressistes qu'il prétend incarner et les nationalistes qu'il réduit à Marine Le Pen. Oui. Mais sur le fond, il est très clair qu'Emmanuel Macron a opéré une lente droitisation ces 3 dernières années et que ce glissement de son centre de gravité, il l'a amené à s'emparer de sujets qui n'étaient pas naturels chez lui, comme l'islam, la laïcité, l'immigration, l'identité, bref, toutes les thématiques sur lesquelles prospère la famille Le Pen depuis des années. En clair, il fait ce que l'on appelle de la triangulation. Le problème, c'est que ce faisant, il s'expose à un risque que Jean-Marie Le Pen avait bien défini en son temps, c'est qu'à la fin des fins, l'électeur préfère toujours l'original à la copie. Ah oui, l'original et la copie. Je me souviens de la formulation de Monsieur Le Pen père. Merci beaucoup en tout cas. Arthur Berda du Figaro, il sera là demain, le jour d'après et jusqu'à jeudi inclus. À demain donc Arthur. Il est 8h18 exactement. Voici l'heure de l'invité de Radio Classique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. Cet invité, c'est le professeur Djilali Hanane. Il est chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches et il a eu la gentillesse de se déplacer jusqu'en studio. Monsieur Hanane, bonjour. Merci d'être au micro de Radio Classique. C'est parti depuis hier pour la vaccination. Entendons-nous bien, monsieur Hanane, la vaccination, on va voir ensuite les modalités de la vaccination, c'est le seul vrai espoir de sortir de ce cauchemar dans lequel nous sommes rentrés à la mi-mars. Absolument. Avec la vaccination, on est depuis hier en France rentré dans une nouvelle phase de la lutte contre la pandémie. Enfin, on va pouvoir déployer la principale arme contre ce fléau. Il n'y a pas de doute sur le fait que dans le cas des maladies contagieuses, des maladies infectieuses, eh bien, depuis presque Pasteur, la meilleure arme, c'est la vaccination. On fait pas mieux. Donc, on a le vaccin
disponible, bientôt un deuxième vaccin, probablement dans quelques semaines, celui de Moderna. Et puis au fil du temps, on aura 3, 4, voire 5 vaccins disponibles. Le dernier en date, AstraZeneca, là, ils disent hier, on a 100% de réussite sur les cas de Covid graves. On peut les croire, a priori, ils vont pas nous mentir. Oui, a priori, on peut ne pas leur faire de faux procès et les croire, même si pour l'instant, on n'a pas encore l'intégralité de leurs résultats. Et donc, il faut accepter ces résultats avec prudence, mais ça va dans le sens des résultats obtenus par les autres vaccins. Vous, médecin, qui êtes confronté à ce que nous vivons au quotidien dans votre pratique médicale, avez-vous un vaccin favori? Je parle des grandes familles, c'est-à-dire l'ARN messager ou pas l'ARN messager, les traditionnels ou les nouveaux. Est-ce qu'il y en a un mieux qu'un autre? Écoutez, en tout cas, les vaccins avec la technologie basée sur l'ARN messager offrent l'avantage d'une adaptation plus facile en cas de mutation du virus et beaucoup plus rapide. Contrairement aux vaccins avec les virus vivants atténués, qui sont plus traditionnels, pour lesquels on a certes plus de recul. Comme celui de la grippe saisonnière. Mais qui sont plus durs à gérer, plus lourds à gérer. Donc ma préférence va pour lutter contre ce fléau qui va trop vite, aux vaccins qui sont les plus rapidement efficaces, les vaccins par ARN messager, et aussi ce seront eux qui seront les plus souples, qu'on pourra au mieux adapter à toute éventuelle mutation problématique du virus. Donc, notamment la mutation britannique, là, dont on a découvert l'existence il y a 10 jours. Oui, et qui circule depuis début septembre en Angleterre et dans d'autres pays, bien évidemment, en France en particulier. Et on sait que l'entreprise biotech, l'entreprise allemande, a déjà commencé à travailler à l'ajustement de son vaccin à cette nouvelle souche du virus. Mais on peut rassurer au moins les auditeurs qui sont à l'antenne ce matin, là, qui nous écoutent, ces variants seront bloqués par les vaccins. C'est pas parce que le virus mute qu'il va tourner autour du vaccin, qu'il va pouvoir nous infecter encore. Absolument. Là, maintenant, on a bien évidemment les scientifiques, ceux qui travaillent sur la vaccination, se sont immédiatement penchés sur cette question vis-à-vis notamment du mutant anglais, et aujourd'hui apportent la démonstration que les vaccins disponibles aujourd'hui sont efficaces. Celui de Pfizer comme celui de Moderna seront efficaces pour poursuivre la stratégie vaccinale telle qu'elle a été démarrée. Est-ce que les vaccins nous prémunissent d'une contamination ? Ça, c'est une donnée Ils nous protègent certes, mais est-ce que nous restons contagieux ? Alors, c'est pour l'instant une donnée scientifique qui n'est pas encore consolidée, et donc il est difficile d'affirmer que ça protège efficacement de la contamination, et comme il est tout à fait impossible de l'exclure. Donc aujourd'hui, ces vaccins permettent surtout de protéger vis-à-vis des formes graves, et donc d'éviter aux personnes fragiles de faire des formes graves, et je crois que c'est là-dessus que repose la stratégie vaccinale qui a été décriée. Pourquoi a-t-on commencé par les EHPAD et les personnes très âgées ? Pour des raisons très simples, puisque ce sont les personnes les plus fragiles vis-à-vis des formes graves. C'est là où on s'attend à la meilleure efficacité, au meilleur impact de la stratégie vaccinale. Docteur Hannan, est-ce que on a un début de commencement d'explication à ce qu'on appelle les Covid longs? Il y a des gens qui sont malades depuis la mi-mars, qui n'arrivent plus à se lever de leur lit, qui sont épuisés au bout de 5 minutes, etc. On ne sait pas on n'a pas d'explication? Alors, on n'a pas d'explication définitive. On commence de mieux en mieux à cerner ces profils de Covid long ou de syndrome post-Covid. Donc il y a plusieurs groupes de travail au niveau international. L'OMS est en train de préparer des recommandations pour mieux décrire ces situations. Et aujourd'hui, on n'a pas d'explication très claire. Ça n'est pas la persistance du virus dans l'organisme, par exemple. C'est plutôt finalement des conséquences de la façon dont notre organisme a répondu à la présence du virus initialement, qui engendre un certain nombre de dysfonctionnements physiologiques, puisque la plupart des examens que l'on fait 6 mois ou 9 mois maintenant, ceux pour lesquels on a le plus de recul à ces patients, n'objectivent pas d'anomalies particulières. Par exemple, quand on fait une IRM du cerveau, on va pas objectiver d'anomalies particulières, et pourtant les patients se sentent fatigués, et pourtant les patients disent avoir des troubles de concentration, voire des troubles du sommeil. Et donc on a ces manifestations qu'on décrit de mieux en mieux, et sur lesquelles on s'efforce de trouver
le plus possible d'explications pour pouvoir soulager les personnes. Et ces Covid longs, c'est hommes ou femmes, jeunes ou vieux, où il y a des cibles plutôt hommes, plutôt 60-70, ou c'est très variable? Non, ce que l'on sait, c'est ce que l'on commence à savoir, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de corrélation entre la sévérité de la forme que l'on a fait initialement et la présence de ces symptômes. Et donc, on aurait pu être asymptomatique, ne pas avoir de symptômes, ou très peu de symptômes, et puis 6 mois après, être toujours embêté par une fatigue chronique, par exemple, qui peut gêner, y compris la reprise du travail. C'est toute la difficulté de ce Covid-19, apparemment, qui est très dur à appréhender, j'ai l'impression, pour les scientifiques. C'est une maladie Toutes formes nouvelle. confondues. C'est une maladie nouvelle. Et donc, face à une maladie nouvelle, on a quand même fait des progrès extraordinaires en un an. Extraordinaires. Mais il reste tellement à apprendre sur cette maladie, tellement à découvrir, que oui, on va avoir à en parler, à chercher à comprendre cette maladie, probablement pendant quelques années encore. J'imagine que comme tous les médecins et comme tous les scientifiques, Dr Hannan, vous ne comprenez pas pourquoi 2 Français sur 5 refusent de se faire vacciner. Alors, je dirais pas je comprends pas pourquoi. On sait qu'en France, on a depuis des années... On est quand même parmi les plus mauvais de l'OCDE. Enfin, je parle pas des pays du tiers-monde. On a une mauvaise perception en France de la vaccination. On a en France une perception biaisée de la balance des bénéfices et des risques de la vaccination. Et donc on a tendance à trop se focaliser sur des risques potentiels. Et on doit ça, par exemple, au questionnement sur la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite de l'époque. Et on sait aujourd'hui que c'était pas vrai. On sait aujourd'hui qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Mais c'est fini, c'est gravé dans le marbre historique, ça sortira plus jamais. Ça sortira peut-être, mais avec le temps, moi je suis persuadé que face à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, eh bien, petit à petit, l'adhésion à la vaccination va grandir en France. Elle va grandir grâce à 2 mécanismes. Le premier, c'est qu'effectivement, elle n'est pas obligatoire. Donc, elle nécessite qu'on se pose la question, est-ce que je vais me faire vacciner ou pas? Et donc, cette question, on va y répondre plus facilement que l'on verra autour de soi des personnes qui ont été vaccinées et pour lesquelles ça se passe très bien, ou au contraire que l'on verra autour de soi des personnes qui vont tomber gravement malades de la Covid-19 et on se dira non, pas moi, et je vais aller me faire vacciner. Et donc moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça va monter en puissance dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et là, il y a un enjeu majeur pour nos autorités sanitaires et pour le gouvernement, c'est que le vaccin ne vienne pas à manquer. Parce que rien ne serait pire que les gens qui voudraient se faire vacciner. Je veux, et il n'y a pas. Et il n'y a pas. On se souvient, les masques, puis les tests, etc., etc. Bon, on a comblé le retard maintenant. Une dernière question, Dr Hannan. Vous faites partie de ceux, vous l'avez déjà dit publiquement, qui disent il faut reconfiner. Il faut reconfiner parce que et même tout de suite et pas que 3 jours. Il faut reconfiner dur dès aujourd'hui. Justifiez ça à ce micro. Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, je poursuis le même objectif que tout le monde, c'est-à-dire que fin janvier, on puisse commencer à redémarrer une vie normale, que les bars, les restaurants puissent rouvrir, que les activités culturelles puissent revenir, qu'on puisse retourner au musée, au cinéma, au théâtre. Pour atteindre cet objectif, on sait qu'on a un seuil critique. Moins de 5000 contaminations et si possible moins de 1000 contaminations par jour, comme on l'a atteint en juin. C'était le cas en juin. On était à une centaine par jour. Hier, on était à 9000. Hier, on était à 9000 et c'est sous-estimé. On est probablement à 20 000 par jour aujourd'hui. Eh bien, on voit bien qu'on s'éloigne de cet objectif alors qu'on subit des contraintes aujourd'hui très sévères. Donc aujourd'hui, on doit constater que l'on a des contraintes, 2, toujours une épidémie non contrôlée. Et donc on vit avec des contraintes sans résultat sur le contrôle de l'épidémie. Alors c'est évident qu'on n'a aucune chance, ou que la probabilité est très faible, que fin janvier on puisse rouvrir les bars, les restaurants, les musées. Donc ça vous surprendra pas du tout si Monsieur Véran, dans 5 jours, vient dire aux journalistes, écoutez, on referme tout le 4 janvier. Ah ben j'espère qu'on va pas attendre 5 jours. J'ai entendu qu'il y avait un conseil de défense demain. Oui. J'espère qu'une telle décision sera prise avec courage au conseil de défense de demain, et de façon à, comme l'ont fait beaucoup des pays européens, reconfiner rapidement, à la fois pour mieux contrôler l'épidémie et à la fois pour éviter que le mutant britannique, voire le mutant d'Afrique du Sud, ne devienne prépondérant en matière de circulation virale. Parce que si c'était le cas, ça changera complètement
la donne de la dynamique virale en particulier, et donc la façon dont on pourra contrôler l'épidémie dans le futur. Mais certains disent, écoutez, reconfiner au niveau national, c'est intenable économiquement et c'est absurde puisque les Bretons ont un taux d'incidence extrêmement bas, ce qui n'est pas le cas en Haute-Savoie ou en Moselle, etc. Reconfiner par département, non. Non, reconfiner par département, nous n'avons pas les moyens de le faire. L'Allemagne, qui était mieux armée que nous pour le faire, par région, par Länder, ça a échoué. Ils sont revenus à un confinement national. Donc on est moins armés que les Allemands pour faire ça. Donc je pense que ça serait perdre du temps. Et donc un confinement national court jusqu'au 20 janvier nous donnerait les meilleures chances de pouvoir retomber en dessous de 1000 contaminations par jour fin janvier. Ça, mêlé au déploiement de la vaccination, nous permettrait peut-être de sortir durablement de l'épidémie. Je me permets de revenir à ce que vous disiez il y a quelques minutes, docteur Hannan. Vous disiez, on a fait des progrès phénoménaux depuis la mi-mars dans la prise en charge, notamment hospitalière, du virus. Alors pourquoi ne pas se dire, voilà, on se contamine beaucoup, mais puisqu'on sauve beaucoup plus de gens, laissons faire comme ça et évitons le reconfinement. Oui, mais dans la réalité, même si on sauve plus de gens, plus il y aura de gens atteints par la maladie, plus il y aura de décès. C'est mécanique, c'est mathématique. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent que chaque vie mérite d'être sauvée et que, pour ces raisons-là, on ne doit pas tarder à reconfiner. Merci beaucoup pour ces paroles. Professeur Djilali Hannan, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches ce matin sur Radio Classique. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne fin d'année, docteur. Merci infiniment. Il est 8h30 exactement, dans la dernière demi-heure, les titres de l'actualité, la revue de presse, et puis Luc Ferry, l'esprit libre du jour. À tout de suite.